est là, c'est un marché, un marché qui fonctionne bien. Dans un marché qui fonctionne bien, dans la théorie économique, les entreprises ne font pas des marges démentes. Tu n'as pas 20% de marge. Quand le marché fonctionne bien, tu as tout, la concurrence a fait que tu as tout rendu la marge au client Ouais. en baissant les prix. Mm. Et donc, au plutôt que d'aller chercher la stratégie océan bleu, les gens qui font du lean sont des gens sérieux qui disent non, je vais bien vivre dans l'océan rouge. Il n'y a pas de problème, je sais bien vivre dans l'océan rouge. Tout ce qu'il faut, c'est que j'arrête de faire des conneries. Il faut que j'ai bon du premier coup, il faut que je donne de la qualité, il faut que je ne fasse pas de rework. Donc, la qualité est au cœur de la stratégie lean parce que la qualité, c'est ce qui nous permet de bien vivre en océan rouge et pas toujours aller chercher l'océan bleu. Sachant que l'océan bleu, c'est bien dans les bouquins, c'est bien dans les propositions des consultants, c'est bien dans le nouveau mec qui arrive en disant je vais vous expliquer ce qu'on va faire, je vais tout mettre dans le cloud, tout ce que vous voulez. Mais en réel, les résultats ne sont jamais là. Enfin, au final, quand on regarde, c'est pour ça que les mecs se barrent au bout de 4 ans. C'est parce que toutes les promesses qu'ils nous ont fait le ROI, c'est juste pas là. Les mecs dont tu parles, des patrons, viennent avec une martingale, ils l'installent à grand coup de publicité et repartent. C'est ça que tu veux dire. Et la martingale ne marche pas parce que ça fonctionne. Dans la durée, la concurrence revient. Oui, c'est Le ça. Et produit est puis, copié. les mecs dont je parle, c'est pas tant les patrons, c'est plutôt les patrons de fonction. Alors, c'est quoi l'océan bleu? L'océan rouge, c'est le grand truc stratégique quand on est dans les sphères du management. Ça s'appelle stratégie océan bleu. L'océan rouge, c'est là où sont tous les requins et ils se déchirent entre eux pour un peu pour du poisson qui n'est pas là. L'océan bleu, c'est l'iPhone, c'est le machin, c'est le truc où on va aller chercher du business en proposant un truc radicalement nouveau, là où il n'y a pas de concurrence. Donc, le bouquin la stratégie océan bleu, c'est de dire, une fois qu'on est dans l'océan rouge, il faut aller dans l'océan, chercher l'océan bleu. En réel, la stratégie est complètement à l'inverse de ça, c'est-à-dire une fois qu'on est dans l'océan rouge, on va très bien vivre l'océan rouge. On va juste être meilleur que les concurrents et on va donner aux clients ce qu'ils veulent. Mais ça passe stratégiquement par la qualité. Ça n'a pas d'autre chance de marcher que par la qualité. Ça ne peut marcher que par la qualité. Ouais. Puisque c'est le seul moyen de différenciation, puisque la qualité va apporter et la qualité et les coûts. Et en général, d'ailleurs, les délais, d'ailleurs. Hein. Parce Alors, que les délais, c'est ce qui fait qu'on réduit les ressources et c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire de la qualité. de la qualité, C'est que absolument. d'ailleurs, quand tu réduis le lead time, tu ne peux pas avoir une pièce mauvaise et derrière faire du rework ou en faire une Tu autre n'as pas le temps. parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de stock, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le droit à la stagnation. Donc ça c'est vraiment un point clé. Et peut-être que le premier exercice qu'on peut se poser sur le sujet, c'est l'exercice pratique, c'est peut-être alors déjà, c'est quoi le rôle de la fonction qualité dans une entreprise Lean? C'est déjà de mesurer évidemment le niveau de qualité. Ça, c'est une porte un peu ouverte que j'enfonce, mais le fait d'aller mesurer sincèrement, en évitant toutes les choses où on se ment un peu, quel est le niveau de non-qualité que l'on considère comme normal dans l'entreprise, ça va vous mettre en tête où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes sérieusement en train de regarder la qualité ou est-ce que quelques pourcentages de non-qualité vous conviennent bien? Il y a toujours un niveau normal. Voilà. Ouais. Il y a toujours un niveau normal. Donc, il faut voir qu'est-ce que vous considérez comme normal. Ouais. Je m'y reprends à 2 fois, c'est normal. Je m'y reprends à 2 fois, 1 fois sur 2, c'est normal. À quel niveau c'est normal? Je jette, c'est normal. Et c'est valable autant pour les taux de rebut, enfin toute la qualité interne que la qualité vis-à-vis de Oui, du ou client. le temps de réponse au client. Hein. Ouais, Je ouais. réponds dans 15 jours, c'est normal, tant qu'est-ce qu'il veut. Et donc ça, c'est un premier exercice parce que ça permet, et c'est un exercice qu'on peut peut-être regarder aussi en regardant les concurrents, en se disant, et eux, que font-ils? Tout à fait. Deuxième point de pivot vraiment important, c'est que, alors là, mais c'est vraiment ce qui caractérise l'approche Lean, c'est que la qualité appartient à tout le monde et pas aux qualiticiens. On vous a mis à l'écran, c'est une présentation qui n'est pas toute récente, elle date de 2005, qui avait été faite par monsieur Yoshimura, qui était un ancien de chez Toyota, qui était parti chez General Motors. Ah, c'est lui qui dit que le Goldmine, c'est le seul bouquin qui explique bien le lean.
Oui, exactement. C'est lui qui dit il y a plein de livres occidentaux sur le lean qui racontent que des Qui conneries. Il n'y en a raconte qu'un n'importe quoi, mais il y en peut-être qui a un, raconte pas que des conneries, c'est le Goldman. C'est c'est le cette Goldmine. présentation-là, c'est ça? C'était absolument, c'est dans cette C'est dans cette présentation-là. présentation-là. Enfin, c'était à l'occasion de cette présentation-là, je crois qu'il avait fait le commentaire. Non, On non, n'a c'est dans la pas, presse. C'est dans la ou presse. c'est dans la presse, peut-être, tu as raison. C'est dans la En presse. tout cas, je ne suis pas allé extraire ce bout-là, Michael, désolé, Ah je bah écoute. suis allé extraire celui-ci. Pour expliquer un petit peu ce que vous voyez sous l'écran, il comparait deux véhicules comparables notés par J.D. Powers, vous savez, qui note le nombre de défauts. C'est un organisme qui analyse le marché automobile américain, qui regardait le nombre de défauts par véhicule et qui constatait la différence. On constate vraiment de façon très claire sur ce schéma la différence d'approche. Lexus, je vous rappelle, c'est Toyota, hein, c'est la marque de luxe de Toyota. On voit bien la différence d'approche, c'est-à-dire qu'il y a bien effectivement des têtes de Pareto qui sont là. En général, ce sont les problèmes les plus complexes à résoudre, ceux qui prennent beaucoup de temps, d'argent, d'ingénierie pour y résoudre. Mais comme par hasard, chez Lexus, il y en a un peu moins de têtes de Pareto. Et ce qui est vraiment, vraiment frappant, c'est qu'il n'y a pas de petits problèmes. C'est-à-dire que les petits problèmes, qui sont souvent les moins complexes, mais ceux qui n'intéressent pas les qualiticiens, ont été traités. Et ils ont été traités par une approche all people, all the time. Ah oui, attends, Tout le monde, tout le temps. faut remonter un cran dans l'analyse. Lui, ce qu'il explique, c'est l'écart en vente que fait deux points ridicules de satisfaction client. C'est-à-dire, ce qui montre dans les slides d'avant dans la présentation, si je me souviens bien, c'est que sur des modèles de ce niveau-là, la différence en vente entre 98,9% et 99% de qualité est énorme, en fait, en termes d'impact sur la vente. Oui, parce qu'on vend en plus du premium, du On vend du véhicule premium. Et premium. ce qu'il explique, c'est que cet petit écart de perception ne vient pas de la résolution des têtes de Pareto sur lesquelles tout le monde essaie de résoudre ses problèmes parce que tous les concurrents ont les mêmes, mais vient de Mais faire disparaître tous les tous autres. les petits défauts annexes qui ont été travaillés, ouais. Et ce qu'il explique, c'est que ça, on ne sait pas le faire avec des qualiticiens géniaux qui résolvent les problèmes techniques. Ça, on ne sait le faire qu'avec tout le monde. En fait, Donc, c'est des petits outils, c'est des petits problèmes d'assemblage, des petits problèmes donc, on voit bien le raisonnement. Le raisonnement, il dit là, on dit entre une Lexus et une Saab, en termes de niveau de satisfaction client, ça se tient. Par contre, le petit écart qu'il y a en chiffre, en nombre de véhicules vendus, c'est incroyable. C'est lié. Cet écart est produit par résoudre tous les queues de Pareto et pas les têtes de Pareto. Et on ne sait pas le faire sans la participation de tout le monde. Enfin, le raisonnement est très construit, en fait. Il disait aussi que quand il observait les deux entreprises, il voyait que chez GM, il y avait un fort focus sur tout ce qui était système de management et rôle et responsabilité, et que la qualité passait un peu derrière, alors que chez Toyota, il y avait le des bulles, système, ils mettaient les des grosses outils, bulles, voilà. et l'esprit qualité était tout petit. Oui, Il l'esprit disait chez qualité était Toyota, tout c'est le petit, bordel. voilà. On ne Mais sait pas qui fait quoi, etc. Les outils sont vraiment pas terribles. Mais par contre, l'esprit qualité, waouh! était dominant. Donc, c'est vraiment une vigilance quotidienne de la qualité par tous que Toyota arrive à faire, qu'on arrive difficilement à faire comme eux, qui fait la différence sur le marché. Et ça, c'est vraiment, vraiment un point de pivot fondamental sur le Lean. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme exercice pratique chez nous? Déjà, un des points fondamentaux, enfin, il y en a des tas de choses à faire, mais peut-être un des points fondamentaux, ce serait déjà de connaître tous les points de contrôle sur chaque étape de production. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à chaque pièce et à chaque étape de production, on veut vérifier pour s'assurer qu'on ne se loupe pas sur la qualité. Vous avez mis quelques photos là. C'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est les gens disent sans standard, pas de Kaizen. Mais en fait, les standards à l'origine, c'est ça. Un standard, c'est une checklist des points de contrôle. Un standard, c'est connaître les points de contrôle. C'est le premier truc. Ouais. Après, c'est connaître les astuces qu'il faut tenir pour tenir le point de contrôle. Mais un standard, avant tout, c'est qu'est-ce qu'on contrôle. C'est le fait gaffe A. C'est fait gaffe A.
on ne l'a pas remis, mais c'était au tout départ, c'était le Training Within Industry, la Job Instruction. Si certains d'entre vous sont familiers avec ça, c'était ce modèle de formation poste qui avait été monté pendant la Seconde Guerre mondiale pour démultiplier la main-d'œuvre sur l'armement. Et ça partait des key points, c'est-à-dire que quand on formait sur les key points de contrôle, les points qu'il ne fallait absolument pas louper. Et c'est parti de là, le standard, c'est d'abord et avant tout le fais gaffe 1. Il ne faut pas se louper là-dessus. Et vous voyez même sur la portière qu'on voit à gauche, vous voyez même le chemin de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de contrôle, on le vérifie dans une certaine séquence. Pour la rigolade, si j'ose dire, mais ce n'est pas très rigolo quand on voit l'écart par rapport à ce qu'on fait dans nos entreprises, c'est que sous le capot d'une Toyota, ils dénombrent 2000 points de contrôle en production, qui sont vérifiés non pas en inspection finale, mais au fur et à mesure. Il faut comprendre le truc, parce que moi, je me souviens d'avoir vu des ingénieurs de Renault regarder une Yaris, et eux, ils avaient fait la Clio. Et ils regardaient la Yaris point par point, ils disaient, bon, finalement, la solution de Toyota, c'est comme la nôtre, hein, c'est pas très différent. Et c'est très intéressant, ils étaient en train de se persuader que c'était pareil. Et en fait, ils étaient en train de regarder juste les points qu'ils regardaient eux. On revient sur Yoshimura, ils n'étaient pas en train de regarder tous les autres trucs que Toyota a résolus, qu'eux ne voient pas. Et en fait, c'est toujours intéressant quand on a un produit, la question, ce n'est pas tant les points qu'on regarde nous, c'est quels sont les points qu'il faut regarder pour satisfaire le client. Absolument. Donc, effectivement, le point de contrôle, c'est le concept fondamental qui permet, c'est un concept stratégique pour la qualité. Ouais. Sachant que dans certains cas, comme dans le capot de Toyota ou comme dans les pièces de cuisine d'Alain, etc., parfois le point de contrôle, on voit chez Toyota, ils sont en train de toujours passer la main, et avec ce truc très très bizarre que sur les pièces de mécanique de précision, plusieurs fois on a vu, tu sais, au Japon on l'a vu, ils le font contrôler au doigt, au toucher, parce qu'il n'y a rien en vision qui permettent de le voir. Qui permet de voir. Alors, avec un truc, tiens, on ne l'a pas mis ça dans les points de pivot, qui nous amène à un truc essentiel sur la qualité qu'on voit chez Toyota au Japon, c'est que le sentiment de qualité est un sentiment humain, comme le sentiment de plaisir de la portière qui se ferme bien. La perception de qualité, oui. La perception de qualité est un sentiment humain, donc ça ne peut être que des humains qui te la donnent. Oui. Parce qu'à un moment donné, les machines peuvent te donner du dimensionnel, mais le claque de la portière qui se ferme bien, elles ne peuvent pas te le donner. Absolument. Et je me souviens d'ailleurs dans le musée Toyota qu'on voyait, il y avait un exercice qui était donné aux visiteurs de toucher une portière, et on devait repérer au simple toucher, et alors il montrait les degrés de raté, de défaut. Il y avait le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et le visiteur lambda, même aguerri, arrive à sentir le niveau 1, les meilleurs le 2, mais le 3 et le 4, on ne sentait rien. Enfin, on n'arrivait pas à le détecter au toucher. Je vois qu'il y a des questions, je regarde. Et le doigt guide l'œil, dit Alain. Ouais. Une question sur la qualité d'usage, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire ? La question, c'est savoir qu'est-ce que c'est la qualité d'usage, c'est ça ? Vous pouvez mettre votre micro. Bon, on reprendra, de toute façon, on reprendra les questions tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. L'exercice qu'on peut faire, l'exercice pratique donc qu'on peut faire, c'est mettre en place les points de contrôle. Le point de pivot suivant, il est aussi fondamental. Et là, c'est très lié à ce qu'on a pu vous raconter sur tous les webinaires qui ont précédé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait hésité à faire cette approche du lean par les fonctions, parce que c'est très compliqué de décrire le lean uniquement pour une fonction. Tout tient dans tout. C'est un système. C'est un système complet. Vous ne pourrez pas faire, pas plus que vous ne pourrez faire d'ailleurs du Kaizen sans avoir obtenu l'engagement et la confiance des gens. Vous ne pourrez pas faire de la qualité tant que vous avez pléthore de stock et qu'au moindre problème, vous pouvez aller piquer un composant de plus et le mettre à la place de celui qui ne rentrait pas au premier abord.
Donc, c'est très, très lié à l'obsession lead time dont on vous a parlé la dernière fois. Quand on parlait de finance, on parlait de stagnation et de l'obsession lead time. Parce que sans cette obsession du lead time et donc de la faible stagnation et donc des peu de stock, il n'y a aucune raison qu'on fasse de la qualité. Oui, oui, c'est vraiment un point fond. La stagnation ne permet pas la responsabilisation. Non. Et en particulier la responsabilisation sur la technique de la qualité. Mais quand on voit des pièces en vrac dans des bacs, comment veux-tu t'y intéresser? Absolument. Et c'était le débat qu'il y avait au début, c'était assez marrant parce que quand on commençait à faire la qualité dans les usines d'injection, à l'époque où il y avait encore des usines d'injection, on démarrait par les bacs rouges. Mm. Mais même les bacs rouges, c'était juste une. Donc le débat, c'est de savoir est-ce que l'équipe de direction devait y aller une fois par jour ou une fois par équipe, les pauvres malheureux. Mais en fait, quand vous voyez les bacs, ils étaient pleins, ça dégueulait de partout. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Donc, on avait de la stagnation de pièces mauvaises. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Ouais. Et tant qu'on a du stock ou la liberté de jouer avec le stock, il n'y a aucune raison que ça change. Oui. Et alors, il y a un autre phénomène qui se passe avec l'histoire du juste-à-temps. Donc, le lead time, vous le comprenez, c'est le pilier du juste-à-temps qui l'offre. Hein. On travaille au takt time, on est en juste-à-temps, on est en flux tiré. Mais du coup, ça change aussi ce juste-à-temps, le rôle du superviseur ou de la ligne du management de proximité, parce que avant, le superviseur ou le chef d'équipe donne le travail. Il dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Avec le Kanban, les tâches sont très claires, on les enchaîne, les tâches sont sur le lanceur, on les enchaîne les unes après les autres, donc il n'y a plus besoin de faire du scheduling, on sait exactement ce qu'on a à faire, et donc le rôle du superviseur est beaucoup plus en support managérial sur la qualité, sur la formation, sur l'assistance, sur la résolution de problèmes, sur l'amélioration de la qualité, etc. Donc c'est un changement fondamental du rôle du management de proximité. Je ne sais pas si tu veux le commenter, ça, Michael. C'est la révolution, Ouais. c'est la grande bascule. Ouais. La grande bascule qui fait que le modèle ligne n'est pas le même, c'est que nous, dans notre industrie, le superviseur, c'est lui qui décide quoi faire. Ouais. Arrête de faire ça, maintenant on va faire ça. Arrête de faire ci, maintenant on va faire ça, parce qu'il optimise ses moyens. Et après, c'est un département externe, fonctionnel, qui contrôle la qualité de ce qui sort. On est structuré comme ça. Et ça vient de l'histoire, ça vient de notre histoire, que l'industrie a été inventée par des meneurs d'esclaves. Hein. Ça vient d'une histoire assez affreuse de l'industrie, qui remonte aux États-Unis. Non, mais ça vient des plantations. Littéralement, ça vient des plantations. Hein. Ouais. Et en fait, toute l'idée là, de la qualité qui s'est développée dans les années 60 au Japon, c'est d'inverser ça. C'est-à-dire qu'avec le Kanban et le Production Control et Logistics, c'est un département spécialisé qui envoie les instructions de production et puis tout se répercute avec du Kanban. Ouais. Donc, le superviseur n'a plus à décider de ce qu'il va faire. Et du coup, le rôle du superviseur, c'est de garantir la qualité de ce qu'il livre. Alors évidemment, nous, on le faisait à la française. Il y avait ce que mon père appelait les French Kanban à l'époque. Il y avait des tableaux Kanban il y avait du vert et du rouge. Ouais. Donc les cartes venaient s'accumuler dans les trucs. Et puis quand la carte était dans le rouge, il fallait relancer un batch. Et c'était du French Kanban parce qu'effectivement, le superviseur garde la décision de savoir de deux cartes en rouge laquelle il va faire. En fait, il joue avec comme avant. Et mon père appelait ça du French Kanban parce que vous savez, c'est la jambe monte et descend comme dans le French Cancan. En fait. Comme dans le French Cancan. Donc, il appelait ça le French Kanban. Donc, en fait, toute l'idée du Kanban, c'est le lanceur. Le lanceur, le superviseur doit reproduire la consommation qui est faite. Ça ne passe plus par les preuves. Les preuves, ça passe au niveau de production control très en amont. Parce que son boulot principal, c'est de garantir la qualité de chaque pièce. La qualité au takt time. Ouais. C'est tenir le tact et tenir la qualité. Et tenir la qualité de chaque pièce livre. Ouais. Au point d'ailleurs que Toyota s'amuse, si j'ose dire, mais quand je ne devrais pas utiliser le terme s'amuse, c'est vraiment un exercice sérieux, c'est de changer son takt time très régulièrement pour forcer chaque équipe à repenser. Parce que par définition, quand vous changez le takt time, si vous devez faire vos gestes en 55 secondes, puis le lendemain, vous ne les faites plus qu'en 54 ou en 57 secondes, ça veut dire que vous allez prendre des gestes chez vous du poste suivant et en donner au poste précédent, par exemple. Et donc, ça va vous obliger à retravailler tous vos gestes, tous vos assemblages, toutes vos routines,
toute votre gestion de mouvement, et donc vous allez refaire de la qualité, par définition. C'est un exercice de challenge permanent. Alors, quel exercice pratique on peut mettre derrière? Peut-être déjà, la fonction, déjà le rôle de la fonction qualité, c'est d'essayer de voir jusqu'à comment la qualité est vraiment dans le cœur du métier des gens qui sont impliqués sur l'assemblage, sur l'opération, sur la livraison, etc. D'évaluer vraiment le degré de responsabilisation. Je crois qu'on en parle plus tard. Il y a quand même un rôle important. Si on a vu le changement sur le rôle du superviseur, mais le changement sur le rôle de la fonction qualité, c'est-à-dire que la fonction qualité, c'est un centre de connaissances qui connaît les points de contrôle dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas besoin de qualiticien. Au contraire, bien il sûr. faut soutenir le superviseur dans son contrôle qualité. Bien Il y a un travail de fond à faire, oui. Ouais. On aura l'occasion d'en rediscuter longuement. Si j'ai donné à penser que la fonction de qualité était inutile, c'est loin de moi cette idée, elle est fondamentale. Mais on va en rediscuter, elle se passe sur le terrain, elle se passe à aider et à former les gens et à récolter d'ailleurs des informations sur quels sont les points de contrôle à travailler. Mais pour revenir sur le sujet précis de la contrainte du lead time et de la stagnation, de la non-stagnation, un exercice que vous pouvez faire en tant que qualiticien, c'est d'aller regarder en production combien d'heures de consommation client représente le lot qui est en cours. Parce que là aussi, les gros lots font que, voilà, on a des gros lots, on a de la marge. Sur des petits lots, on en a moins. Donc, si on a devant nous, si en un lot, on produit 1 ou 2 jours de consommation client, si on fait une erreur, on a le temps de la reprendre. Pas très grave. Ouais. C'est pas très grave. Mais si on fait un lot d'une demi-heure de consommation client, et de la même façon, si sous la main, on a plusieurs jours. C'est l'histoire de. Enfin, je suis sûr que ça vous arrive de trouver dans votre pharmacie des médicaments qui sont périmés ou dans votre frigo des plats périmés. C'est quand on remplit en gros lot, on ne sait pas contrôler la qualité de ce qu'on a. Et puis on se retrouve à jeter des trucs. Ouais. Parce que juste, on n'a pas contrôlé les dates de péremption. Ouais. Et c'est logique avec des gros lots. Ouais. Ça va se produire. Absolument. Et puis, il y a un autre. Et d'ailleurs, aucun système de MRP, de contrôle informatique, ne saura empêcher que ça se produise. Exactement. Et de la même façon, et là c'est encore plus facile à comprendre, c'est que combien de composants a-t-on par rapport aux besoins immédiats? Quand on a une caisse représentant 5 heures de production, c'est le frigo plein. Quand le frigo est plein, c'est tentant de prélever. On est sûr qu'on va rater des dates de péremption et qu'on va acheter des trucs. Ouais. Donc ça, c'est un bel exercice parce que ça vous donnera une idée d'attention à la qualité, ce genre de mise sous tension par le temps, par la stagnation et par les stocks. Alors, autre point de pivot qui ne va pas vous surprendre, ça se joue sur le terrain, sur le Gemba, et pas dans les bureaux. Ça veut dire que, et ça, ce n'est pas toujours la faute du qualiticien, on l'enferme souvent dans les grosses entreprises dans un rôle éminemment de process, de formulaire, d'audit à faire, de maturity roadmap, de jalons, de trucs et de machins. Et c'est vraiment, bien sûr qu'il en faut un minimum, mais c'est vraiment pas ça le cœur du truc. Ouais, il y a aussi de la faute des qualiticiens. Il y a deux façons de voir le truc. L'avantage d'auditer les process, c'est que je peux être un abruti de consultant et rien y connaître. Je n'ai pas besoin de connaître le métier. Si je fais de la qualité au sens de comprendre les fonctions de perte, les fonctions de perte, c'est une façon élaborée d'évaluer les points de contrôle, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il n'y a pas des tolérances, mais sur un point de contrôle, l'impact sur le client est progressif. D'abord, c'est lent, puis après, c'est rapide. Donc, il y a une zone continue, là, c'est ce que tu as marqué avec les fonctions. Oui. Et si je veux faire de la qualité comme ça veut dire qu'en tant que qualiticien, il faut que je connaisse mes points de contrôle. Oui. Et il faut que je connaisse la tête des fonctions de perte sur les points de contrôle. Oui. Donc, je ne peux pas me satisfaire de vérifier
Un un process. process à voir si tout est fait. Il faut absolument que je connaisse non seulement le produit, mais le produit et le process. Donc, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Ouais. En fait, la fonction de perte, ça vient de ce travail de fond qui va être fait sur la variabilité, puisque comme on va chercher à faire bon du premier coup, hein, c'est le schéma de gauche, euh, le bon du premier coup est représenté par le carré bleu en bas, et la variabilité, c'est justement tout ce qui se passe quand on n'arrive pas à faire bon du premier coup. Et pour arriver à comprendre, pour arriver à éliminer la variabilité et se rapprocher de ce bon du premier coup, effectivement, ce n'est pas à coup de tolérance qu'on va y aller, c'est comprendre comment chaque point de contrôle va venir impacter le résultat sur les caractéristiques qu'on s'est données. Donc, le point de départ sur le terrain, c'est travailler la variabilité avec des outils de plus en plus sophistiqués comme les fonctions de perte. Et puis, il y a un autre élément dont on voulait vous parler à propos de travail sur le terrain. Il y a un livre qui vient de sortir qu'on vous recommande chaleureusement, en plus de celui que tu as recommandé tout à l'heure, Michael. C'est par Sam Nomura, le Toyota Way pour le Dantotsu. Alors, le Dantotsu, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être traduire par, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans l'IT et qui connaissent l'extreme programming, ben ce serait l'extreme quality. Extreme quality, C'est vraiment des changements drastiques, très challengés de qualité, ce qui oblige à aller dans un détail, dans un luxe de détails fou pour comprendre ce qui se passe. Mais le Dantotsu, c'est vraiment ça, c'est attaquer la qualité en exigeant 50% de réduction maintenant, et quand on l'a atteint 50 nouveaux pourcents et encore 50 nouveaux pourcents, des choses qui paraissent absolument impossibles de prime abord, mais qui fonctionnent. J'ai une histoire marrante quand je visitais une usine Boshoku au Brésil, Ouais. qui était très bien d'ailleurs, qui fournissait Toyota. Et ils étaient panés sur la qualité. Alors, ils faisaient très, très bien le Dantotsu. Par exemple, ils avaient des managements visuels. Quand ils attaquaient un problème qualité, ils le résolvaient. Et puis après, ils suivaient le nombre de semaines sans que le problème ne réapparaisse. Mm. Et ils retiraient la surveillance après je ne sais plus, 5 semaines, 6 semaines, Ouais, c'est en assez long. général, ouais, on faisait ça aussi. Donc, ils avaient des visuels assez bien foutus. Ouais. Et puis, ils me racontaient qu'ils étaient quand même emmerdés parce qu'ils avaient réduit leur problème, ils avaient divisé leur problème qualité par 3, mais ils plafonnaient. Et tiens, c'est marrant, c'est ce qu'on vient de discuter. Et j'ai eu un de mes rares moments de sérénitude. Je dis, bah oui, vous faites des gros lots. Et alors, l'autre, c'est le patron d'usine a commencé à s'énerver en disant, oui, à chaque fois que les Japonais viennent ici, ils nous emmerdent avec les lots, mais en fait, on fait des lots pour leur garantir la qualité. Ben oui, parce qu'il y a Et en moins fait, de il n'avait pas travail du tout compris d'ajustement, ouais, le lien ouais, entre le fait qu'ils plafonnaient en qualité et qui faisait des gros lots. et qu'ils faisaient des gros lots. Mm. Et on a eu une discussion très intéressante. Et alors, comme c'était un fournisseur de Toyota au Brésil, ils n'ont pas du tout les mêmes résistances que chez nous, etc. Le gars était juste intéressé. Mais on était en plein là-dedans. C'est à un moment donné le lien entre diviser la taille des lots, plus de changements, etc. Mais lui, il disait, mais la plupart de mes défauts arrivent au moment du changement. Donc, si je fais plus Oui, de changements, je vais c'est pour faire ça plus que de défauts. ouais, Et moi, je lui disais, bien sûr, tu vas faire plus de défauts, donc tu vas donc tu pouvoir vas mieux les apprendre comprendre plus. et tu vas pouvoir les réduire. Exactement. Sinon, tu plafonnes. Donc, c'est exactement une conversation dedans tout dessus. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est comme on disait à l'instant sur le tag time, je le change pour pouvoir apprendre. Là, ce que tu nous dis, c'est je réduis mes tailles de lot pour pouvoir apprendre. Ouais. Et l'exemple qui est donné ici, c'est un exemple que nous avait fourni Olivier Bessin, qui a beaucoup travaillé avec Sam Nomura. Il est chez Toyota Material Handling à Ancenis. Il nous avait raconté en 2018 justement un Dantotsu qu'il avait fait, plus exactement 3 Dantotsu de suite qu'ils avaient fait, parce qu'à chaque fois, Sam Nomura revenait en leur demandant 50% de moins. Et il pensait vraiment que c'était impossible. Il pensait vraiment que c'était impossible. J'ai une histoire marrante Et de ils l'ont Sam fait. Nomura. J'ai un copain, j'étais devenu copain avec un Sud-Africain qui maintenant en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il a déménagé, mais qui travaillait à l'usine de Toyota d'Afrique du Sud. Et en fait, c'était une usine que Toyota a rachetée. Donc, comme quoi, de temps en temps, ils rachètent des usines et il leur apprenait le TPS. Et il racontait, moi, on était en train de prendre des bières avec un de ses potes, il racontait la première visite de Sam Nomura.
et qu'il les avait pourris parce qu'il ne comprenait rien à la qualité, etc. Et, euh, et puis les gars l'avaient viré. Et puis les gars lui avaient dit, mais écoute, t'es gentil, mais tu comprends rien, on est en Afrique, ok? On est en Afrique du Sud. Donc évidemment qu'on ne sait pas tenir la qualité, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'évidemment on est en Afrique du Sud. Et Sam Moral, on m'a dit, mais vous savez, moi je travaille beaucoup avec l'usine d'Australie, et là-bas c'est bien pire. Alors, dans la tête des Sud-Africains, l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, on réussit. Donc, bon, bah, il l'avait viré, du coup, le mec, il n'était plus revenu. Et l'un des deux était après, bon, c'est 2 ans plus tard, il va visiter l'usine en Australie. Et là, je suis d'accord, autant nous, on a l'usine la plus française, autant là-bas, à l'époque, elle est fermée depuis d'ailleurs, parce que tous les constructeurs sont retirés de l'Australie. Mais c'était dramatique. Mais c'est l'usine la plus bureaucratique que j'ai vue dans Toyota. Donc, il faisait des A3 à en sortir par les yeux, il faisait des trucs de management, mais alors sur le terrain, bah, c'est l'usine où Lucie travaillait. Ouais, d'accord. C'est là que j'ai rencontré Lucie, en disant Lucie, Lucie ouais. ça la rendait folle, c'est qu'il n'y avait pas moyen de les amener sur le terrain pour faire quoi que ce soit en qualité. Et donc, notre Sud-Africain qui revient et qui dit à son pote, tu sais quoi, il avait raison. En qualité, ils sont encore pires que nous. Et donc, il a rappelé Sam Nomura, et c'est là qu'ils sont mis à travailler ensemble sur son Danto dessus. Les histoires de Sensei. Ouais, exactement. Comme quoi, Toyota a exactement les mêmes problèmes que tout le monde. Oui, bien sûr. Intuitivement, en fait, c'est souvent très contre-intuitif, hein. Alors, on vous le recommande parce qu'il vient de sortir. Moi, je l'ai feuilleté. C'est passionnant parce que c'est plein de détails et d'illustrations pratico-pratiques. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à lire. Alors, exercice pratique que vous pouvez vous poser, combien de temps les qualiticiens passent dans leur bureau ou en réunion au lieu d'être sur le terrain? Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On est là pour essayer de comprendre les points de contrôle, de recueillir des infos sur ces points de contrôle, de discuter avec les gens, de les écouter, et ou de les former et de les accompagner dans des Dantotsu ou dans des Kaizen ou des choses comme ça. Donc, c'est un exercice qui n'est pas très agréable à faire, mais c'est intéressant de le regarder. Point de pivot qui suit. On est vraiment dans la continuité de ce que disait Nemi. Oula, avec Nomura, je suis paumée. Deming, ça y est. Deming au début. Et la qualité qu'on construit à chaque étape. Quand on est dans une qualité lean, chaque défaut, il est observé à chaque pièce et à chaque poste. Attends, c'est une rupture avec Deming. Hein. Deming était un statisticien et lui, il était dans le Oui, c'est vrai qu'il statistical était dans le process control. SPS. Ouais. Attends, moi, j'ai jamais vu ça. C'est une vraie rupture à l'époque qui vient de Ishikawa. C'est qu'on va s'emmerder à contrôler chaque pièce. Ouais. Ça veut dire qu'on fait. Il y a une vraie rupture avec Deming. À chaque fois. Ouais. C'est pas Deming, il était sur les calculs du bon échantillonnement. Mais là, en ligne, on va contrôler chaque pièce. Et là, on va nous dire sur qualité. Donc, ça coûte cher. Je refuse d'entendre sur qualité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le gros intérêt, c'est que comme le contrôle se fait à chaque pièce, à chaque poste, ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique d'inspection finale à faire. Normalement, tout s'est contrôlé au fur et à mesure. Il n'y a pas d'assemblage qui se fait. Regarde les usines Toyota, on fait ça et en plus, on fait de l'inspection finale. On fait de l'inspection finale en plus. Mais fondamentalement, on ne dépend pas entièrement de l'inspection finale pour découvrir qu'on a assemblé un composant défectueux depuis 250 stations et qu'on a mis plein de sous autour de ce composant et qu'il faut tout démonter. Il faut tout démonter. C'est vraiment fondamental. Il y a cette logique-là. Et la raison pour laquelle on contrôle chaque pièce, c'est qu'on veut ça. On veut pouvoir tenir le fait qu'on n'accepte pas le moindre défaut qui vient du poste amont. On ne crée pas de défaut, on n'en passe pas de défaut. Donc, c'est un challenge d'enfer qui dépend totalement de notre compréhension des points de contrôle à faire, évidemment. Mais c'est un résultat en termes de qualité qui est énorme. C'est le all people all the time de
Absolument. de Yoshimura. On démultiplie l'inspection qualité au niveau de chaque personne, chaque pièce. C'est ça qui fait la différence. Regardez, repenser à des processus ou pas forcément des assemblages de produits, hein, mais des processus dans les services, dans les livraisons. Regardez le nombre de fois où on se dit « ça, c'est pas mon problème, c'est la qualité ». Là, ce n'est pas du tout l'état d'esprit qu'on cherche. On cherche un état d'esprit où chacun, à chaque moment, s'autocontrôle sur ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment un point de pivot lourd, hein. On n'a plus de commentaires, Michael. Je crois qu'ils soit ils sont partis, soit ils sont effondrés. Oui, il faut peut-être qu'on accélère un peu, parce que... Tu as raison, parce que si on veut commenter et discuter un petit peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pratique derrière? Excusez-moi, il faut que ça bouge. Il y a un outil qui est vraiment très intéressant, qui est la matrice d'auto-qualité. On cherche à voir à quel endroit on détecte le défaut par rapport à l'endroit où il se crée. Et plus on détecte loin, évidemment, moins on est bon. Le but étant de détecter le défaut le plus près de l'endroit où il se crée. D'ailleurs, Sam Nomura a une classification ABCD. A, c'est je le détecte à l'endroit où je fais l'assemblage. B, c'est détecté en fin de chaîne en inspection qualité chez moi en tant qu'entreprise fournisseur. C, c'est détecté chez le client constructeur. C'est pas bon, c'est déjà chez le client constructeur. Oui, c'est vrai, il y a ça, on aurait pu mettre ça aussi comme illustration, c'est de changer le profil de la courbe. Absolument. Ouais, tout à fait. Comment est-ce qu'on détecte le plus près possible de là où on fait le défaut? Donc, cette matrice-là est intéressante. Vous pouvez l'utiliser avec les bacs rouges. On voit très facilement, on sait très facilement analyser à quel moment on a détecté un défaut qui s'est créé 4 postes plus tôt. C'est valable dans les services comme dans l'assemblage ou la fabrication de produits. On a voulu mettre un point que vous nous reprocherez peut-être de dire mais c'est du manufacturing engineering, ça n'a rien à voir ici, mais c'est un point qu'on n'a pas évoqué quand on a fait le webinaire Manuf Engineering. Qu'on aurait dû évoquer. On avait tellement de choses à dire à ce moment-là. On le redit ici, c'est souvent, le Pokayuke est souvent évoqué comme quelque chose d'être assez basique, assez bateau, mais c'est un dispositif fondamental qui est très lié à l'automation des machines. Hein. C'est la capacité à éviter le défaut sans qu'on ait besoin de contrôler en visuel. Hein. Oui, enfin, c'est quand même plus fondamental que ça, parce qu'on revient sur notre histoire de point de contrôle. Ouais. Quand on regarde une machine, moi j'en ai démonté pas mal, quand on regarde une machine, généralement, le processus est caractérisé, le processus est opaque. C'est-à-dire que la détection à chaque étape de la qualité est impossible. Bah oui, parce que c'est une grosse transformation au sein de la machine. Quoi. Au sein de la machine. Et bah, pas nécessairement, il y a des lignes, par exemple, tu vois les lignes auxquelles je pense, on fait passer des barquettes sur des trucs énormes, il y a des lignes partout. Et il y a des moments de transformation, mais la détection qualité n'est faite que elle se fait. Donc, en fait, l'idée qu'il y a derrière le Pokayuke, c'est plus général que ça. Ils l'ont dans les tournevis, ils comptent les tours, etc. C'est tous les endroits où on peut. On vient mettre les points de contrôle. Où sont les points de contrôle? C'est-à-dire qu'on rentre dans les machines et on met des points de contrôle, même dans des process auxquels on n'a pas accès. Ouais. Et donc, ça va. Alors, les Pokayuke, c'est les trucs les plus. Mais il faut être smart pour faire des Pokayuke. Inversement, moi, je me souviens d'un forestier, on démontait les machines avec des Pokayuke faits par des ingénieurs allemands parce qu'on ne savait pas les faire tourner. Yeah. Donc, les Pokayuke, il faut qu'ils soient faits par des opérateurs. Mais au-delà du Pokayuke lui-même, il y a une vision beaucoup plus profonde du manufacturing engineering. C'est-à-dire que même de la même façon qu'on code, on code autour des tests, en manufacturing engineering, comment est-ce qu'on construit les machines autour des points de contrôle? Oui, absolument. C'est-à-dire comment on construit la qualité dans la machine dès le départ. Dès le départ. Alors, là, il y a un petit outil aussi que vous pouvez utiliser. Alors, déjà, je fais référence à ce que disait Michael à l'instant. Hein, quand vous avez une machine ou une ligne opaque où il se passe des choses, mais vous ne pouvez contrôler qu'en sortie loin après, peut-être que ça vaudrait le coup de démonter la machine et de voir où on peut installer du Pokayuke.
Mais ce que vous pouvez aussi regarder, c'est un peu dans l'état d'esprit de le système d'auto-qualité, enfin de contrôle de qualité que je vous montrais à l'instant. Là, c'est la machine, la capacité de la machine à faire bien du premier coup et sa détectabilité. La Gold Star, évidemment, c'est celle qui fait bien du premier coup et qui, si elle ne faisait pas bien du premier coup, le détecte immédiatement là où ça se passe et s'arrête. Donc ça, peut-être que vous pouvez classer vos machines ou vos lignes selon cette classification de bronze, silver, gold, en comparant simplement, en mettant… Bon, capacité bon, ça veut dire que 100% des produits sont bons du premier coup. Détectabilité bonne, ça veut dire que 100% des erreurs sont détectées du premier coup. Ouais, voilà. Et bien après, moyen, on a 99% des produits qui sont bons et 99% des erreurs sont détectées. On recule. Mais ce truc-là, c'est une vision du manufacturing engineering qui est très, très différente de ce qu'on fait d'habitude. Ben, on est beaucoup dans… Bon, éventuellement, on regarde la capacité et puis on met des capteurs en sortie pour dire éventuellement, pas toujours. En fin de process, on met, comme toujours, en fin de process. Ouais. Parce que la machine doit faire la cadence et il y a un contrôle de qualité en fin de process. Absolument. Derrière tout ça, ça ne s'invente pas. Il y a une organisation qui produit cette built-in quality, hein, cette qualité construite étape par étape. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, au point que Toyota s'y est pris plusieurs fois. Ils avaient lancé le TQC dans les années 60 avec beaucoup de succès, mais ils se sont rendus compte dans les années 70-80 que ça ne suivait pas forcément au niveau des fonctions support ou des cols blancs. Ils ont relancé Nemoto, connu pour avoir travaillé tous ces aspects de qualité chez Toyota à l'époque. Il avait d'ailleurs des credos sur comment devait fonctionner une organisation qui construit de la qualité. Je vous laisse les découvrir, mais ils ont éprouvé le besoin dans les fin des années 70-80, pardon, de faire un programme qui s'appuyait d'ailleurs sur des A3. Pour les cols blancs. Pour les cols blancs. Ils avaient tellement avancé en production qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de faire une entreprise à 2 vitesses. Ouais. Et donc, ils ont commencé à expliquer aux gens, racontez-nous comment vous faites vos améliorations sur un A3. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que les principes de qualité de Nemoto, c'est pour les cols blancs. Ouais. Parce que franchement, dans les ateliers de Taishi Ohno, ça se passait pas. Quand on relisait Burst of Lean, là, en faisant le book club, on voit bien que ça ne se passait pas comme ça dans les ateliers. Hein. On n'éprouvait pas besoin de leur réexpliquer qu'il fallait se coordonner avec des autres divisions. Surtout, everyone speaks, there is no reason for not scolding. Ouais. D'ailleurs, quand on relit les anecdotes d'Ohno, le moment donné où il engueule les mecs, il leur donne des challenges très forts, mais là, il leur dit rien. Le moment donné où ils se font pourrir, c'est quand ils ont laissé pourrir un problème qualité. C'est-à-dire que quand ils ont découvert un problème qu'ils connaissaient et qu'ils n'ont rien fait. Absolument. Mais ça avait l'air quand même assez musclé comme dialogue. Hein. Ouais. Tandis que, tant que tu te souviens, Yoshino, qui vient de cette tradition de Nemoto, lui est très gentil, très très différent. Nemoto est beaucoup dans comment est-ce que vous apprenez et vous faites apprendre à vos équipes. C'était vraiment ça. C'est pour l'école blanche. Ouais. Dans… C'est beaucoup moins dur, mais c'était très exigeant sur justement sur la logique. Sur la logique et le travail d'équipe et la collaboration. Donc, vous voyez que même chez Toyota, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit. Ce qu'on peut vous en dire en termes d'exercice pratique, c'est que méfiez-vous des 8D, des 8D ou des QRQC. Ils ont été conçus au départ pour les fournisseurs qui ne rendaient pas correctement compte de ce des problèmes qualité qu'ils créaient. C'est des rapports, hein, c'est rendez votre copie. C'est fondamentalement un rapport de subordonné à hiérarchique pour dire chef, j'ai pas bien fait, et on leur fait des cases où il faut pratiquement cocher chaque case pour dire ce qui s'est passé parce qu'on ne faisait pas confiance dans la qualité du rapport du fournisseur. Par opposition, l'A3 est beaucoup plus ouvert sur la réflexion, sur
sur le lean thinking, sur l'analyse, sur le nemawashi, c'est-à-dire comment est-ce que je convainc les copains de bouger dans le sens que je préconise pour améliorer la qualité. La grande différence entre un A3 et un 8D, c'est que dans l'A3, ce qu'on teste, c'est la logique de ce qui nous est proposé. On veut que le gars nous montre un raisonnement logique. Alors que dans un 8D, c'est une espèce de rapport sur les faits. C'est un compte rendu. Oui. C'est un compte rendu. Est-ce que j'avais un standard? Est-ce qu'il était tenu? Est-ce qu'il était Voilà. valable? Pour savoir, en grosso modo, pour savoir qui engueulait. Et ça n'a rien à voir comme intention. Ça ressemble, c'est des paplards avec des cases. Oui. Mais en fait, l'A3 est vraiment fait pour révéler la logique du raisonnement de la personne qui fait et du coup, pour qu'il puisse la présenter à ses collègues de façon à obtenir du teamwork. Alors qu'il n'y a pas de, quand on regarde le 8D, il n'y a nulle part, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de… Le 5 pourquoi est traité Oui, sur une seule colonne. Enfin, ça, c'est pas du tout développé de la même façon. Non, non. Moi, je ne connais aucune situation dans le monde où le 5 pourquoi se déroule en une seule branche. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a toujours plein de branches. Il y a des causes différentes, des trucs adjacents, des trucs convergents, divergents. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le A3, c'est que ça te permet de révéler pourquoi bien sûr, tu choisis. On le voit bien sur l'arbre des causes qui est marqué, qui est le modèle causal qui est mis Oui, sur la c'est ça. on voit bien tous les embranchements. Pourquoi tu privilégies celui-là plutôt que tel autre. Oui. Et donc, on peut challenger la personne. Ça permet bien mieux de voir les causes et simplement comprendre. Exactement. Conception de produit, qualité en conception de produit, j'accélère un tout petit peu, mais là, c'est fondamental aussi. On est aussi dans une recherche de points de contrôle, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce qui fait la qualité dans notre produit en fonction des attentes du client. Vous reconnaissez peut-être la matrice QFD. Oui, alors là, il y a un malentendu. Et souvent, les gens pensent que QFD veut dire Quality Function Deployment. C'est comme ça qu'on c'est-à-dire la qualité des fonctions qu'on va déployer. Donc, ils pensent que on va regarder la qualité de chaque fonction. En fait, c'est pas ça. C'est comme le Total Participation and Quality c'est comme le Total Quality Management. C'est le management de la participation volontaire de tout le monde. C'est dans l'autre sens. Ici, c'est pareil, c'est dans l'autre sens. C'est la qualité du déploiement de fonctions. C'est-à-dire que ici, si on voit, c'est quand tu rajoutes une fonction, de vérifier, de faire la régression pour voir l'impact que ça a sur les fonctions précédentes. Donc, il y a vraiment une notion de déploiement de fonctions les unes après les autres et de vérifier l'impact qualité que la nouvelle fonction va avoir sur les fonctions existantes. Et de même, sur une fonction existante, si on change une technologie ou si on change une technologie, on va vérifier la rétroaction sur l'ensemble des fonctions. C'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil de point de contrôle de conception qui est fondamental dès qu'on veut changer quoi que ce soit sur le produit ou le service. Parce qu'encore une fois, on parle de produit, mais ça s'applique tout à fait aussi à des services. Juste pour ceux qui ne sont pas très familiers, donc très rapidement, en ligne ici, ce sont les attentes clients et en colonne ici, ce sont les choix techniques ou les fonctionnalités qu'on a mises en œuvre. Et quand vous voyez une petite coche très noir foncé, ça veut dire que ça a un impact énorme sur l'attente client. Et vous voyez aussi les interactions des choix technologiques ou fonctionnels ici pour montrer leur interdépendance si vous décidiez de changer l'un ou l'autre. Je vois qu'il y a on traitera peut-être les questions tout à l'heure. Je pense qu'on est au bout de notre temps, Catherine. Oui, voilà, donc je finis. Exercice pratique, prenez un de vos produits, un de vos services et construisez une maison qualité. C'est vraiment un outil indispensable avant d'aller y toucher quoi que ce soit. On termine avec ça. Le département qualité est fondamental dans le Lean. Je n'ai pas voulu dire qu'il n'y avait plus de qualiticien. C'est simplement le dépositaire de tout le savoir-faire sur la qualité, sur les points de contrôle, sur comment on détermine. Le point clé, là, c'est qu'un qualiticien n'est pas quelqu'un qui maîtrise les process dans leur globalité. C'est quelqu'un qui connaît les points de contrôle sur chaque activité. Exactement. C'est juste pas pareil. C'est juste pas pareil. C'est-à-dire qu'un qualiticien, c'est quelqu'un qui comprend les points de contrôle, les raisons de ces points de contrôle et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les points de qualité. Ce qui n'a rien à voir avec, tu te souviens, quand on faisait de la qualité, enfin dans les grosses boîtes, c'est juste parce que
pas ce qu'on demande aux qualiticiens. Non, pas du tout. Mais à un moment donné, imaginez que des points de contrôle, on en a partout. Ouais, j'ai pas pu résister. J'ai piqué ça d'une de tes présentations récentes. Donc, une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quels sont vos points de contrôle à vous dans votre Alors, fonction qualité. la photo, Mais je te laisse commenter, ouais. c'était la première fois qu'on était, Freddy venait de prendre sa retraite, c'est la première fois qu'on était sur le terrain ensemble. Et là, la photo est prise quand il est en train de regarder une machine. Et vous voyez, moi, je suis en train de me demander, mais alors, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? Et en fait, ce qu'il regardait, c'est que la machine avait donc elle faisait une opération comme ça, puis ça se retirait, et quand ça se retirait très fort, et ça tremblait un peu quand ça tapait. Enfin. Et Freddy était en train de se demander, au bout de combien de temps que ça tremble en tapant comme ça allait dérégler l'outil. C'est donc un point de contrôle. C'est son point de contrôle. Par exemple, ce que j'avais appris avec lui, pareil, dans cette usine, il avait un tic, c'est que c'était il connaissait bien des usines d'injection de presse, et il mettait la main sur les pièces en sortie de presse pour évaluer la température des presses. Et savoir si la pièce était trop froide, c'est parce qu'on pouvait accélérer le cycle. Alors, c'est très rigolo, parce que je me souviens d'un autre de mes sensei qui était Gilberto Kosaka au Brésil, qui avait beaucoup travaillé avec des boucliers. Et quand il passait dans les parkings, il tapait. Il tapait du doigt, au début, il disait qu'est-ce qu'il fait? Il tapait du doigt sur les boucliers, je ne sais pas ce qu'il écoutait. Mais c'est cette notion de point de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, ces grands sensei, ils ont un Bataclan de points de contrôle qui leur donne une idée, non pas de la qualité de la pièce, mais du niveau du mec qui font les pièces. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait reconnaître, c'est si les gens, eux, s'y intéressent ou pas. Et d'ailleurs, c'est redoutable, parce que dans l'ensemble, les managers, rien. Un des trucs qui était un plaisir de travailler avec Boris à la SNCF, c'est à quel point lui s'intéresse justement à tous les points de contrôle qui font le trajet, qui font l'expérience client, etc. Ça le passionne. Mais il faut voir les conversations qu'il a avec ses collègues, c'est juste hallucinant. Donc l'intérêt qu'on a pour la qualité se voit par l'intérêt qu'on a sur les points de contrôle. Absolument, et c'est ça qui fera la différence entre une situation où vous êtes en train d'éteindre les feux et vous n'aurez jamais du temps pour le Kaizen, ou le travail sur les points de contrôle et le Kaizen, ce qui vous permettra de réduire les feux à éteindre. C'est pour ça que je l'ai remis là, parce que c'est vraiment… C'était le truc de Freddy, ouais. Il avait compris, il y avait les gens qui font le Kaizen, et il faut éteindre, Freddy disait toujours, il faut éteindre les feux, parce que sinon c'est ton job de manager, sinon tu ne fais pas le job. Mais si tu fais ton Kaizen d'abord, ça va réduire le nombre de feux éteints. Ou alors tu passes ton temps à éteindre les feux et tu dis je ferai le Kaizen quand j'ai fini, et tu auras toujours de plus en plus de feux. Et donc, regardez dans votre fonction qualité si vous êtes plus en train d'éteindre des feux ou de promouvoir le Kaizen. L'autre histoire marrante sur cette photo, c'est que j'avais demandé à l'époque, c'était à Marc Mercier à l'époque, de prendre des photos pour pouvoir faire le site web, puisqu'on allait monter une boîte de conseils ensemble, Freddy et moi. Et regardez, et Freddy a la même Gamba face sur toutes les photos. Donc vous vous êtes dit, c'est pas vendeur, on va pas… On va laisser tomber. Je vous mets les quelques livres qu'on a évoqués, il y en a plein d'autres. Le plus récent étant effectivement le Dantotsu qu'on vous recommande de lire. Et nous allons pouvoir peut-être vous écouter. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, je vois que… Attendez, je remonte un peu en arrière pour voir si on a… qualité d'usage, on a eu la réponse. Donc, Francis nous dit la House of Quality n'est que la première, l'AMDEC en découle, entre autres. Ah oui, mais l'AMDEC. L'AMDEC est un… Moi, j'en ai fait beaucoup des AMDEC. C'est bien un AMDEC. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un recensement de tous les scénarios qui peuvent se produire. Mais c'est encore un gros lot, fait une fois pour toutes, qu'on ne regarde plus.
Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire de l'analyse des changements. Les Japonais appellent ça des Enkaten points, c'est-à-dire chaque jour de se poser la question sur les changements qui sont en train d'intervenir dans la journée. Une nouvelle personne, une nouvelle matière, un nouveau composant. Oui, c'est le nom dessus, c'est Weak Point Management et Change Management. Weak Point Manager, exactement, et Change Management. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires à faire? On ne vous entend pas, on ne vous entend plus. Vous pouvez rallumer les caméras et les micros si vous le souhaitez. Non? On vous a. Non, dès qu'on parle de qualité, il n'y a plus personne. Si, écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette présentation. Moi, c'était intéressant. Effectivement, ça donne des éléments de réflexion pour voir les choses un petit peu différemment la prochaine fois sur le terrain. Et voilà, c'était essentiellement pour essayer d'avoir un peu des informations. C'est un premier webinaire que je fais et j'ai apprécié beaucoup aussi les exemples, les échanges. C'était très intéressant, je vous en remercie. Super. Ils sont tous disponibles en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Ligne France et celui-ci le sera aussi. Je vois qu'il y a une question sur Dantotsu. Je crois que ça veut dire radical, extrême radical. Je ne parle pas le japonais couramment, mais j'ai compris ça. Tu ne parles pas le toyotien couramment parce que le toyotien, oui. C'est encore autre chose. Ça, Et Olivier Bessin, quand il parlait de ces challenges Dantotsu, il nous montrait ça avec des darumas. Des darumas, vous savez, c'est ces petites poupées en papier mâché avec deux grands yeux blancs. C'est des poupées qu'on utilise pour faire des vœux normalement. Donc on noircit un œil pour dire voilà, je vais faire ça. Et quand on a obtenu ce qu'on voulait, on noircit l'autre œil. Donc c'est un cérémonial de fin de projet, si vous voulez. Et tu te souviens, Nomura faisait un truc aussi vachement très intéressant, il faisait des briefings, il faisait des leçons. Ouais, il donnait des leçons, ouais. Il faisait des A3 extrêmement remplis pour essayer d'expliquer. Ouais. Il venait sur le terrain, voilà, et il racontait ce qu'il avait vu, ce qu'il fallait améliorer. Chaque sensei a des approches différentes et chaque sensei se bute la tête contre le fait que les mecs en face veulent rien savoir. Et en fait, ils veulent rien savoir chez Toyota comme ailleurs. Enfin, c'est pas différent. Mais c'était vraiment intéressant, oui. Alors, Sam Nomura avait envisagé de faire des masterclass il y a 1 an. Malheureusement, avec la pandémie, elles ont été annulées. Si jamais vous pouvez suivre le site de Toyota Material Handling. Si jamais il en refait, je vous recommande d'aller l'écouter. Oui, avec Nampashi Hayashi, Sam Nomura et avec, comment il s'appelle mince, son nom m'échappe aux États-Unis. C'est les 3 sensei qui ont beaucoup travaillé dans les usines hors du Japon et chez les fournisseurs. Donc on les croise un peu partout et c'est vraiment les grands experts aux États-Unis, comment ils s'appellent? Bon, je ne vais pas pouvoir t'aider. Hein? Je ne vais pas pouvoir t'aider. On a une question. Avez-vous des exemples de process où les points de contrôle étaient très compliqués à mettre en place, process opaque, et quel type de solutions ont été trouvées? Alors, on en a plein. Moi, j'ai plein. Dans les process allemands, souvent, dans les usines allemandes. Alors, mais en fait, dès que ce qu'on voit au Japon qui fait peur au début, c'est que leurs machines sont très peu caractérisées. En fait, c'est parce qu'ils veulent voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a tout un truc qui vient de chez Toyota au Japon, c'est qu'en fait, ils se servent de vieilles machines. Par exemple, la dernière fois que j'ai visité une usine allemande, récemment, là, je suis enfin sorti de France et je suis retourné à Stuttgart. Et c'est marrant, on le voit aussi dans les usines allemandes, je voyais encore des opérateurs qui réglaient des machines à la main, ce qu'on voit très très peu. Maintenant, on a tout automatisé. Mais grosso modo, le niveau d'automatisme retire les points de contrôle. Partout, donc plus le processus est simple en contrôle, et plus on voit qu'on peut rentrer dans la machine, on voit les points de contrôle. Donc, toutes les machines, par exemple, les machines à commande numérique maintenant, pour aller voir les points de contrôle là-dedans, il faut se lever de bonne heure, parce que c'est vraiment littéralement tout caché. Ouais.
Mais sinon, pour trouver des points de contrôle complexes, c'est souvent du travail, hein, ça ne vient pas naturellement. Ça partait souvent d'analyse de qualité, de problèmes qualité, comme on vous l'a montré avec la matrice qualité. Je me souviens Là. avec Pascal Hoche, quand on avait arrêté de se servir des robots et qu'on avait remis Ouais, des machines où ça exactement, à la tournait à main. la main et on À faisait la la main. soudure à la main Ouais, ouais. Mais oui, parce parce qu'on que n'arrivait pas à sortir les pièces. en fait, ça vient, en général, ça commence par des problèmes de défaut qui sont trouvés 5 postes plus loin ou directement chez le client. Et en travaillant l'analyse des causes, on finit par repérer qu'à tel endroit, ben là, ça frotte quand on ferme la porte de la voiture sur le. Et c'est comme ça qu'on se dit, tiens, là, il faudra mettre un point de contrôle. Donc, c'est une somme incroyable de travail sur les défauts qui permet de comprendre des points de contrôle. Le point de contrôle le plus. Alors, quand on fait des points de contrôle, il y a une connerie à pas faire. Tout le monde va chercher de la vision, des machins, de l'AI, j'en sais rien. Le truc le plus simple, c'est de comprendre que les outils ont une vie. Donc, c'est de compter le cycle. Tu fais des comptages de cycle et tu sais que les outils vont s'user. Et Ouais. tu fais assez vite des courbes où tu sais que tu vas rentrer dans une zone qui n'est pas terrible. Donc, en fait, ce que fait Toyota, c'est que Toyota change l'outil dès qu'il rentre dans la zone difficile et pas en attendant qu'il ait fait le défaut. Mm. Donc, il sous-optimise l'utilisation des outils, parce que souvent, quand il change les outils, tu dis, mais l'outil est parfaitement bon, mais il maximise leur qualité. Ouais. Donc, le premier point de contrôle qu'on peut mettre n'importe où, c'est le nombre de cycles. Hein. Ouais. C'est un point de contrôle intéressant aussi sur les humains, Ouais. en termes d'apprentissage. Combien Les lifelong hours. Ouais. Dans tous les trucs un peu performants, qu'il s'agisse de sport ou de méditation, le truc qui fait la différence, c'est les lifelong hours. C'est-à-dire combien d'heures la personne a pratiqué sur sa vie. C'est un point de contrôle. Donc, on pense aux lifelong hours qu'ont nos managers quand ils changent de job tous les 3 ans. Ils ne savent rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont appris? À faire semblant. Parce qu'ils ont des lifelong hours de faire semblant de savoir des trucs où ils ne savent rien. Donc, les points de contrôle, il faut regarder les nombres de cycles. Regardez les nombres de cycles. Après, bien entendu que il y a des trucs, ça c'est pour les points de contrôle internes, regardez les nombres de cycles. C'est beaucoup plus facile de regarder les nombres de cycles que d'inspecter. Ça vous parle là, ce que je vous dis un petit peu là? Quand on a une machine qui est intégrée, c'est très difficile d'inspecter la qualité de l'opération. Par contre, c'est de la mécanique. Hein. Les mêmes causes ont les mêmes effets dans l'ensemble. Si vous avez un outil qui vient forer un trou, par exemple, vous vous dites que ben voilà, il fore bien pendant 100 cycles et au bout de 101, donc en ça fait, marche pas bien. C'est ça. On regarde la machine et on se dit, bon, où est-ce que l'outil touche la pièce? Et grosso modo, cet outil-là, il s'use en combien de temps? En combien de cycles? Ouais. Et ça vous donne une assez bonne idée de quand la machine elle va commencer à faire blablabla. Mais par contre, j'ai des histoires extraordinaires. Moi, je me souviens d'une machine dans une usine qui produisait plus de défauts qu'au Japon. Et il y a un mec qui arrive du Japon, de chez Toyota, et qui dit, bon, d'abord, est-ce que vous avez la documentation de la machine? Alors, tout le monde se regarde. Donc, barouf, machin, comme c'est le client, on finit, le mec qui hurle, mais bien sûr qu'on ne l'a pas. Enfin bref, le sketch. À la fin du sketch, ils arrivent à retrouver la doc pour la machine. Il ouvre la documentation et il y a marqué « Le sol doit être parfaitement plat ». Alors, vous imaginez la tête de l'usine française, typiquement, vous imaginez la tête du truc. Et puis, donc, il dit « Alors après, il faut aller chercher une jauge. Le sol n'est pas parfaitement plat. » Donc, avec le traducteur, tout ça, il dit « Mettez le sol parfaitement plat. » Et là, les mecs, alors, on a un truc de 2 tonnes. Donc, à la fin de toutes les palabres du management qui s'en mêle, de tout le monde qui se fâche, ils déplacent leur truc de 2 tonnes, ils mettent le sol parfaitement plat, et vous savez quoi? La machine ne produit plus de défauts. Alors, en fait, moi, je soupçonne que ce qu'on-là, il le savait depuis le début. Il connaissait ces machines, et ce qui est très, très intéressant, à chaque fois qu'on a eu affaire à des mecs de Toyota qui venaient sur des problèmes techniques, c'est qu'ils connaissaient les machines à l'endroit, à l'envers, ils connaissaient parfaitement les machines. Et par contre, il n'allait pas dire ça. Il allait essayer de faire passer une leçon sur les points de contrôle. L'autre truc qui est intéressant, c'est que la leçon, l'usine a fermé. C'est-à-dire le refus total des gens en face de s'intéresser, alors d'être sérieux sur leur travail. C'est toujours surprenant.
Et donc voilà, oui, donc on a plein d'exemples. L'astuce sur les points de contrôle, c'est, je vous dis, c'est de regarder les conditions d'opération de la machine. Une salle blanche, c'est une salle blanche, c'est pas une salle à moitié blanche, quoi. Et il y a plein de process, dans les rares process qui restent chez nous. Alors, l'autre truc qui est intéressant, vous me dites là si je vous emmerde sur ces sujets-là, parce que je peux en parler pendant des heures. Enfin, je parle d'un truc intéressant, pas des trucs de management qui sont chiants comme la pluie, où les mecs veulent, ils veulent pas, bon, c'est simple. Mais il y a beaucoup de procédés techniques sur lesquels justement les points de contrôle sont très très mal définis. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Donc il y a une relation perverse à ça, c'est que clairement, les mecs en Chine ou en Europe de l'Est vont mieux travailler avec les mecs que chez nous. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on a mieux maîtrisé les points de contrôle, c'est exportable. Ouais. Donc il y a plein de trucs où les mecs cachent très très soigneusement et continuent le rêve de l'artisanat. Et par contre, le prix qu'on paye, c'est des niveaux de rework absolument dingues. Je parle d'une pièce sur deux qui est à refaire ou une pièce sur trois dans certains cas. Moi, j'étais en train de penser à des processus optiques ou machin, de niveau de rework incroyable. Et j'ai toujours été très emmerdé. Parce que clairement, c'est une démarche à faire sur regarder dans le détail les points de contrôle. Ce n'est pas la fin du monde. Par contre, je connais les salons de management derrière. J'ai toujours été emmerdé parce que si on fait cette démarche, le process devient délocalisable. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc là, on en est, avoir la connaissance, c'est conserver le pouvoir. On est un peu dans cette démarche-là. On en est à la connerie totale de tout le monde. Parce que de toute façon, l'usine va fermer parce que quand on réussit une pièce sur trois, il va se passer quelque chose. Enfin, je veux dire, on en est à des niveaux de délire managérial. Non, ce qu'on en est surtout, c'est l'incompétence et au pouvoir. C'est que ces situations arrivent parce que les gens qui gèrent ça ne savent pas aller parler. Enfin, c'est ce qu'on a fait à l'époque. D'ailleurs, le patron de l'usine à laquelle je pense, il avait un patron qui avait un rapport facile avec les gens. On a été juste voir les gens et puis on est rentré dans le truc. Par contre, c'est tous les niveaux de technique qui prennent des décisions. Il y avait tout un niveau de gens qui décidaient après si. Alors, il fallait voir qu'il y avait toute une couche de gens qui faisaient des dérogations. Évidemment, comme on fait une pièce sur trois qui est mauvaise et qu'il faut sortir des résultats, il y a toutes les pièces qui sont presque pas mauvaises. Et après, il y a des gens qui sont là pour faire des dérogations. Les dérogations, à un coup, la dérogation, ça passe dans le process suivant. À un coup, on se reprend à une réclamation qualité parce que c'est pas passé. Enfin, tout le système est enquisté dans un espèce de délire. Et ce qui est toujours étonnant quand on tombe là-dedans, c'est à quel point le système se bat pour se maintenir en l'état. Mais c'est des sujets passionnants parce qu'ils reposent tous sur de l'incompétence technique, au final. Le fait est qu'il faisait bonne une pièce sur trois. Enfin, je veux dire, c'est le fait. Enfin, je veux dire, c'est fou. Comment est-ce qu'on peut faire bonne une pièce sur trois? C'est dingue. C'est les fameuses pièces dites aussi limites. Je ne sais pas limite, si c'est limite bon, limite mauvais, mais elles sont limites. Alors là, la limite, à nouveau, c'est une autre forme d'incompétence managériale. C'est la confusion entre des limites, des tolérances et des fonctions de perte. La pièce, elle est limite parce qu'on ne comprend pas la fonction de perte. En fait, toutes les pièces sont un peu mauvaises et une fois qu'on réfléchit en termes de fonction de perte, la limite n'a pas de sens. C'est la limite par rapport à la tolérance qui est une abstraction. Oui. La tolérance, c'est un jeu qu'on se donne pour éviter de trop réfléchir. Tant qu'on est dans la tolérance, on est bon, quoi. Mais ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est que, et très débilement, je ne vais pas vous engueuler, vous êtes là, mais c'est qu'on est 13. On était jusqu'à 20 tout à l'heure. Oui, mais quand on rentre dans le dur, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne que ça intéresse. Et qu'on est là entre nous, j'y crois vraiment, hein, ces discussions-là sont la clé entre garder l'usine et la fermer, garder l'industrie et la fermer. C'est vraiment là que ça joue. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le monozukuri. Hein, c'est cette passion de faire des bons produits. Et c'est clair qu'on voit que chez Amazon, ils appliquent ça dans le service, comme des brutes. Alors, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, hein, mais ça, ils le font pour de vrai. Leur rapport à la qualité, ils le font comme des brutes, on est d'accord. Mais ça, ils le font pour de vrai. Donc, il y a une relation directe, il y a une fonction de perte sociétale sur la qualité claire. Et ça fait fuir tout le monde. Plus personne ne s'y intéresse. C'est très perturbant.
Parce que c'est pas comme si la solution, on l'avait pas, il faut juste faire le boulot, quoi. Il faut rentrer dans les trucs, et puis démonter les machins, et puis comprendre où sont les points de contrôle, et puis faire des mesures, et puis voilà, quoi. Et puis on va s'en sortir, on va y arriver, hein. C'est pas... Il n'y a rien de mystérieux. Enfin, voilà. À ce webinaire, je vous remercie d'avoir Oui, s'il te plaît, là, suivi nos webinaires Ligne dans les fonctions depuis le début. Celui-ci était encore très intéressant et passionnant. On vous remercie tous et à très bientôt. Merci Catherine, Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à Bonne tous. soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir.